À la page 94 du chapitre 49 de mes notes de cours, on va répondre à une question instantanée de la section 5.10 de Séguin qui porte sur les circuits RLC en courant alternatif. La question instantanée 1, que j'ai intitulée « Un circuit RC en courant alternatif » et dont on peut lire le libellé à la page 492. Avant d'aller lire le libellé et de travailler avec vous le problème, je vais faire un survol rapide de la méthode de résolution de problème qu'on dit avec les vecteurs de Fresnel. Je dis un survol rapide, c'est quand même une explication assez longue parce que c'est une méthode rapide, simple, mais pour bien la saisir avant de l'utiliser, ça nécessite quand même quelques explications supplémentaires. Pour faire ces explications, je vais utiliser des pages de mes notes de cours personnelles que je ne ferai pas imprimer quand on suit le livre avec Séguin. Donc, je suis mon introduction sur les vecteurs de Fresnel. Pour ce faire, j'utilise une source de courant alternatif, une source de force électromotrice alternative, que j'ai rien de branché dessus présentement et que je ne fais que illustrer la force électromotrice, quelle est son allure pour ce genre de source-là. On a déjà mentionné à quelques reprises dans le cours que c'était la force électromotrice allait varier comme une fonction sinusoïdale. L'angle est donné par oméga fois t, oméga étant la fréquence angulaire fois le temps. Bon, résoudre des problèmes en courant alternatif avec des signaux sinusoïdales comme ça peut nous amener à des équations mathématiques relativement complexes. Il y a quelqu'un à un moment donné qui a eu un éclair de génie, M. Fresnel, d'utiliser l'algèbre vectorielle. Encore faut-il qu'on trouve l'algèbre vectorielle plus simple que les mathématiques avec des sinus, mais si c'est le cas, c'est beaucoup plus simple de résoudre les problèmes. Donc, il a réussi ou il a développé une méthode où on remplace notre sinus par un vecteur rotatif que l'on dit. C'est ce qui est illustré ici et que je vais utiliser dans quelques secondes. Donc, on dessine un vecteur avec un système d'axes XY, un vecteur qu'on définit comme étant l'amplitude maximum de notre signal sinusoïdal, puis qui va tourner à une fréquence angulaire de oméga t. Fait qu'évidemment, encore une fois, ça représente l'angle. Quand j'ai fait un tour, quand oméga t est égal à 360 degrés, j'ai fait un tour. Dans un premier temps, on va s'expliquer c'est quoi un vecteur de Fresnel. Pour ce faire, puis pour toute la durée des explications, je vais toujours traîner l'illustration du sinus. Mais dans les faits, on veut justement réussir à se débarrasser de cet outil-là pour le remplacer par quelque chose de plus simple. On va commencer par voir comment que ce vecteur-là peut représenter une sinusoïdale. Pour ce faire, on va avancer sur l'axe oméga t en commençant à 0. Puis on va se rendre jusqu'à la fin d'un cycle, puis on va voir comment le vecteur se comporte de l'autre côté. Dans un premier temps, je vais le faire rapidement, puis après ça, je vais revenir pour des explications. Donc ça, c'est je commence. Je suis à l'équivalent de 0 radian au début du cycle. J'ai tourné de 30 degrés, regardez le vecteur rotatif en même temps. J'ai avancé jusqu'à 30 degrés d'un cycle de 2π. 36,87, regardez le vecteur, qu'est-ce qu'il fait. Au fur et à mesure que je monte l'angle, j'arrive jusqu'à 90 degrés. Les prochains, je vais y aller plus rapidement, moins d'étapes entre chacun. Je vais aller à 150 degrés, 180 degrés. Regardez à la fois le point noir puis le vecteur. 210, 270, 310, 360. Je reviens en arrière, on va le refaire une autre fois rapidement pour essayer d'avoir une vue d'ensemble, de surveiller que j'avance dans le temps. Donc j'avance sur cette courbe-là, puis qu'est-ce qui arrive au vecteur. Donc, quand j'ai fait un tour complet, j'ai même été un trop loin, quand j'ai fait un tour complet, j'ai avancé d'une fois sur mon cycle, puis j'ai fait un tour complet ici. On va maintenant le refaire un peu moins rapidement avec quelques explications. Donc ça, c'était mon premier. Quand je vaux 0 radian, mon vecteur est à l'horizontale comme ça. Si je vous demanderais quelle est la composante y de ce vecteur-là, il y a une composante y égale à 0. Je le tourne de 30 degrés, ou plutôt j'avance oméga t de façon à ce que oméga t vale 30 degrés sur une fonction sinusoïdale, ça veut dire prendre le sinus de 30 degrés, qui va donner d'ailleurs une demi, donc j'étais à la moitié de l'amplitude maximum. Mon vecteur a tourné de 30 degrés. Si on prend sa composante sur l'axe des Y, il va avoir la moitié de sa composante tantôt quand il va être parfaitement à la verticale. Okay?
Donc, quand je regarde de ce côté-là, j'arrive à voir aussi directement là, la moitié de ma valeur maximale, telle que mentionnée tout à l'heure. On continue à le faire avancer. Je m'en vais à 36,87 degrés, un angle intéressant. Donc, il n'a pas tourné beaucoup, il a juste monté un petit peu. Mais on voit qu'on est rendu plus loin que la moitié. D'ailleurs, si vous faites sinus 36,87 sur votre calculatrice, ça donne 3,5. Si ce n'est pas un sinus d'amplitude 1, on fait 3,5 fois l'amplitude. Puis ici, je suis rendu à 60% de ma valeur maximum. On continue, on s'en va maintenant à 53,13 degrés. Un autre angle intéressant parce que ça donne 4/5e en termes de sinus quand on le pitonne. Puis ici, je suis à 4/5e de ma hauteur maximum sur l'axe des Y. On continue, 60 degrés, donc un angle qu'on rencontre souvent. Je suis à 0,87 de ma valeur maximum, illustré d'un côté comme de l'autre. Et finalement, j'arrive à 90 degrés, à pi sur 2. Et je suis au maximum de mon sinus. Et mon vecteur est à 90 degrés. Et il est au maximum de la hauteur qu'il peut atteindre. Si je vous demande sa composante selon Y, sa composante selon Y vaut E max. Fait que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on prenait toujours la composante selon Y, ça nous donnait la valeur des sinus qu'on rencontrait de l'autre côté. Si on continue, je me mets à redescendre, je suis allé à 150 degrés. Je reviens encore que si je prends ma composante selon Y, ça me donne la moitié de mon total, la moitié de la valeur maximum. Lorsqu'on se rend à 180 degrés, le vecteur est vers l'arrière. Si je vous demande sa composante selon Y, sa composante selon Y vaut 0, tout comme le sinus vaut 0 de 180 degrés. Oups, c'est l'autre côté que je voulais avancer. Je m'en vais à 210 degrés. Sinus 210 donne moins 1/2. Puis effectivement, si je fais la composante selon Y, j'arrive à moins la moitié du maximum que je vais atteindre tout à l'heure. Donc la composante selon Y me donne la valeur de mon sinus. On continue. 270 degrés, je suis au complet sur l'axe des Y du côté négatif. Donc la composante selon Y serait moins E max, tout comme quand on arrive ici d'un sinus, on est à moins l'amplitude maximum. 330 degrés, je suis toujours dans le négatif, je suis à moins 1/2. Finalement, j'arrive à 360 degrés. Je reviens à 0, comme montré ici. Et je commencerai un deuxième tour, je commencerai un deuxième cycle. Donc, je pourrais voir le problème comme étant, je suis à nouveau à 0 degré. Donc, on voit qu'un vecteur de Fresnel est capable de représenter une fonction sinusoïdale comme on a ici. Sur la même page, j'expliquais à mes étudiants qu'est-ce qui arrive quand que l'amplitude du signal augmente, quand l'amplitude du sinus ici augmente. Qu'est-ce qui arrive du côté Fresnel? Essayer d'avoir une vue d'ensemble de ici, je vais grandir l'amplitude, puis qu'est-ce qui arrive de ce côté-là. Donc, on y va. Vous voyez, mon sinus, je reviens en arrière, mon sinus grandit. Le vecteur de Fresnel, tout ce qu'il fait, c'est qu'il va il va tourner sur un cercle plus grand. Donc, le rayon du cercle représente toujours l'amplitude maximum du sinus. Donc, un sinus de plus grande amplitude, c'est un vecteur de Fresnel qui tourne sur un plus grand rayon. Même genre de raisonnement, on pourrait se demander qu'est-ce qui arrive quand la fréquence augmente d'un sinus. La fréquence augmente, c'est le nombre de cycles qu'il fait par seconde. Là. Donc, on va compresser sur cet axe-là, si on veut. On va le voir dans une seconde. Puis on va regarder en même temps qu'est-ce qui se produit de ce côté-là. Donc, on y va. Vous voyez, j'augmente la fréquence de mon signal. Je la diminue. Je l'augmente. Il y a plus de cycles dans la même durée. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Est-ce qu'il y a un changement? Absolument pas. Pour réussir à avoir un changement, qu'on fait tourner le vecteur comme ça, évidemment, là, ici, il tourne plus vite que lorsqu'on est ce genre de sinus-là. Donc là, il faudrait que je le fasse tourner moins vite. Donc évidemment, on ne voyait rien dans les animations tout à l'heure, parce que là, il faut que je le fasse tourner pour qu'on voit une différence. Donc la fréquence vient jouer sur la vitesse de rotation. En passant, présentement, j'avais tracé les courbes de la force électromotrice en fonction du temps. On pourrait se demander qu'est-ce qu'on tracerait si on tracerait le courant. La réponse, qu'on ne tracerait rien pour l'instant, parce que s'il n'y a rien de branché, il n'y a pas de courant. Donc, si je tracerais I, ce serait une ligne droite à 0. Là. Il n'y a pas de courant tant que je n'ai pas branché quelque chose. Pourtant, la force électromotrice, elle, existe, comme on a en bas ici. Prochaine page de mes notes de cours, j'expliquais justement qu'est-ce qui arrivait quand on branche quelque chose. La première chose la plus simple à brancher, c'est une résistance à une source de courant alternatif. Donc, la première illustration que j'ai mise, c'est que ça change
strictement rien pour le signal de la force électromotrice. Hein. C'est ça qui va gérer le circuit, donc il va générer une force électromotrice comme ça, puis la résistance va réagir à ça. On a les mêmes dessins pour l'instant. Évidemment, je vais essayer de vous le montrer en laboratoire, mais si je branche un oscilloscope qui peut montrer ce genre de signal-là, si je branche un voltmètre analogique qu'on appelle, ou un voltmètre qui est capable de tracer des courbes comme ça aux bornes de la force électromotrice, c'est ce que je vais voir. Si je prends mon oscilloscope, mon voltmètre qui peut tracer des courbes, puis que je le branche aux bornes de la résistance, qu'est-ce que je vais voir? Ben, exactement le même signal. Je le rajoute en rouge là, par-dessus l'équation, mais je vais voir le même signal qui va me tracer la même chose, parce que la loi des maths dit que le voltage ici est égal au voltage de l'autre côté. Okay? Donc le delta VR va être égal à un signal, il va avoir une forme sinusoïdale, donc une amplitude fois le sinus, puis ça va être le même signal que le signal de départ. Et quand on va avancer dans le temps, ben, les deux vecteurs vont tourner en même temps. Okay, là, il y a deux vecteurs de dessinée, là, mais ils sont un par-dessus l'autre, c'est pour ça que j'ai mis rouge-noir, un peu comme ici également. Fait que les deux vont tourner, les deux vecteurs de Fresnel vont tourner ensemble, vont toujours être synchronisés si on veut. Ce qui est plus intéressant, c'est si j'ajoute maintenant la courbe du courant, parce qu'il y a un courant qui circule dans ce montage-là présentement. Donc, si on ajoute la courbe du courant, ben, on obtient évidemment une fonction sinus également, mais qui a une amplitude différente, qui est liée au fait qu'on est égal à delta V sur R. Donc, ça vient changer mon amplitude, mais j'obtiens un sinus. Donc, c'est pour ça qu'au niveau du vecteur de Fresnel, l'amplitude est différente. Mais encore une fois, les deux tourneraient ensemble. Donc le courant est synchronisé avec le voltage, si on veut, mais il a une amplitude différente. Ici, je l'ai illustré par exemple pour une résistance qui serait plus grande que la valeur 1. Donc quand on fait V est égal à RI, retravailler pour isoler le I, c'est delta V divisé par quelque chose de plus grand que 1. Ben, le I est plus petit. Donc notre sinus est plus petit. Et dans un deuxième temps, je l'ai tracé pour une valeur de résistance qui serait inférieure à 1. Ben, delta V divisé par 0, quelque chose, ça va me donner l'amplitude du courant plus grande, mais tout à fait synchrone avec le voltage. Fait qu'on voit que ça fait varier le courant à une valeur différente, mais il est parfaitement synchrone avec le voltage. Je ne peux pas faire tourner comme ça, mais plus comme ça. Fait que là, on voit que le vecteur I est plus grand que le E, mais tout ça reste synchronisé. Par définition, on va appeler la résistance un élément passif. Donc, on va dire que c'est un circuit purement résistif ou purement passif. Donc, il ne vient pas modifier le sinus autrement que par une variation de son amplitude. Prochaine page de mes notes de cours, j'explique ce qui arrive si on branche un inducteur à la place à ma source de courant alternative. Et on va appeler ça un circuit purement inductif dans ce cas-ci, s'il n'y a rien d'autre. Mais c'est un circuit aussi qu'on va dire purement réactif, parce que là, il va y avoir une drôle de réaction. Dans un premier temps, j'ai encore dessiné tout simplement le signal de la force électromotrice de la source de courant alternatif. On va maintenant ajouter par-dessus le signal qu'on obtiendrait en branchant notre voltmètre qui trace des courbes aux bornes de l'inductance. Bien évidemment, la loi des mailles dit que le voltage ici serait égal au voltage de l'autre côté lorsqu'on fait une maille. Donc, je vais avoir un signal totalement identique. Donc, deux vecteurs qui sont l'un sur l'autre, qui vont tourner encore complètement ensemble. Donc, les deux courbes sont synchronisées. Le delta aux bornes de l'inductance, c'est son amplitude fois le sinus, puis c'est la même courbe que pour la force électromotrice. Ce qui devient intéressant, c'est quand on mesure le courant qui circule dans ce circuit-là, un peu comme on a fait tantôt avec le résisteur. Et bien là, surprise, si on met un ampèremètre, puis qu'on acquiert des données, puis qu'on trace la courbe du courant en fonction de oméga t, la courbe n'est plus synchronisée, elle est décalée, on dit déphasée avec le voltage. Donc, le courant et le voltage n'ont pas le pic maximum et le pic minimum au même endroit. Okay. Comment est-ce qu'on montre ça sur des vecteurs de Fresnel? Ben, je reviens en arrière. Ça, c'était notre vecteur de Fresnel de tension. Le courant, ben, quand on fait les mesures, puis on pourrait l'expliquer avec des équations mathématiques aussi, il va être en retard de 90 degrés. Il atteint son maximum 90 degrés ou pi sur 2 plus tard que l'autre. Donc,
au niveau des vecteurs de Fresnel, il est en retard, il tourne avec un retard de 90 degrés par rapport à l'autre. Fait que je garde mon voltage de base, puis le vecteur I, avec sa propre amplitude. On a vu tantôt que l'amplitude, elle peut varier d'un signal par rapport à l'autre. Il a sa propre amplitude, donc c'est un vecteur légèrement différent. Les deux vont tourner ensemble, mais on voit que le courant est toujours en retard sur la tension que l'on mesure. Phénomène extrêmement intéressant, phénomène qu'on a observé, puis que finalement on en a tiré des applications extrêmement intéressantes. Là. Ça nous a permis de bâtir des choses, de développer toute l'électronique qu'on utilise. Donc, puis ça se comprend quelque part aussi. On a toujours dit que, jusqu'à maintenant, toutes les fois je parlais des inducteurs, que c'était une composante électronique qui s'oppose au passage du courant, donc qui résiste au changement. Ben, être en retard, c'est un peu ça, hein, c'est résister au changement. Fait que la courbe va finir par suivre l'autre, mais toujours retardée un petit peu. Okay? Donc le courant va avoir une forme sinusoïdale, mais on a un retard de pi sur 2, donc moins pi sur 2. La valeur maximum se calcule, encore une fois, en prenant le delta VL maximum, mais on ne divise pas par la résistance. Hein. Ça ressemble à la loi d'Ohm ici. On l'a déjà mentionné. Quand on a un inducteur, on prend la réactance. Évidemment, delta Vmax est égal à Emax dans ce problème-là, puis on a une façon de calculer la réactance. On va obtenir des résultats assez similaires, prochaine page, en utilisant un condensateur à la place. Donc, encore une fois, je montre l'alimentation de base, le signal avec lequel je vais exciter mon système si on veut. Et si on mesure le delta V aux bornes du condensateur, on obtient la courbe suivante. Évidemment, le delta V est égal au delta V de l'autre côté, donc synchronisation en termes de voltage. Ces deux vecteurs de Fresnel-là vont tourner ensemble, donc les deux tensions se suivent. Les deux tensions ont la même forme au niveau sinusoïdal. Mais encore une fois, ce qui devient extrêmement intéressant, c'est si j'ajoute un ampèremètre et que je m'en vais mesurer le courant qui circule dans le circuit et que je acquiert des données, que je trace une courbe, je peux utiliser un oscilloscope pour faire ça. Bien, lorsque j'obtiens ma courbe de courant, elle est encore une fois désynchronisée. Donc on va dire aussi que ça c'est une composante électronique réactive, donc il y a un impact majeur, c'est pas passif, il y a un impact majeur sur le circuit. Donc le courant est déphasé par rapport à la tension, mais cette fois-ci il est en avance. Il faut bien voir là, que c'est la courbe rouge de courant qui atteint un maximum avant l'autre. Donc le courant se met 90 degrés, c'est encore un déphasage de pi sur 2, le courant se met 90 degrés avant l'autre vecteur, avec une amplitude différente. Amplitude évidemment qui dépend de la réactance et qui dépend de oméga L, ça c'est des choses qu'on avait déjà vues. Encore une fois, quand je fais tourner, les deux courbes tournent, mais il y en a toujours une qui est en avance sur l'autre. Donc ma courbe rouge est toujours en avance sur la courbe verte. Et ça aussi, ça nous permet des choses magnifiques. Ce comportement-là, qui est comme ça, on n'y peut rien, nous a permis de faire des belles choses en électronique. Prochaine page, c'est un peu un résumé de ce que je viens d'expliquer, ou une vue d'ensemble, puis surtout une petite modification également, parce que là, on va mettre ces composantes-là en série, parce que c'est rare qu'on ait purement du R, purement du C ou purement du L. On les a de différentes formes de branchements, on va se contenter d'étudier les branchements en série. Mais il va falloir, à quelque part, avoir un élément de référence commun. Puis ce qui va être commun dans un branchement en série, ce qu'il y a de commun, c'est qu'ils ont tous le même courant. Quand des choses sont branchées, c'est le même courant qui circule dans chacune des composantes. Donc c'est pour ça qu'ici, j'ai redessiné les courbes qu'on obtenait, mais j'ai toujours mis le même courant. Donc le courant, je l'ai mis à l'origine, si on veut, puis j'ai plutôt retracé l'autre courbe avec le déphasage. Bien évidemment, pour une composante de type R, on avait vu qu'il n'y avait pas de déphasage entre les deux courbes. Donc le courant puis le voltage dans la résistance sont synchronisés. Okay? Pour une composante L, on avait dit que le courant avait du retard. Donc là, j'amène mon courant à la position 0 si on veut, mais si c'est en retard, ça veut dire que delta VL est en avance, donc delta VL est dessiné en avant comme ça. Donc ça modifie un petit peu mes allures de courbe, mais c'est exactement le même comportement, la même conclusion qu'on avait tout à l'heure. Et même chose pour le condensateur, lui, on avait dit que le courant avait de l'avance sur le voltage. Donc là, j'ai dessiné le courant vis-à-vis de la position 0. Bien, s'il est en avance, ça veut dire que le voltage dans le condensateur est en arrière ici. Donc, c'est les mêmes courbes que tout à l'heure, mais synchronisées avec le même courant au même moment.
Prochaine page de mes notes de cours, ben là, je commençais justement à faire des branchements série entre ces différentes composantes-là. Premier branchement que j'ai fait, c'est une résistance avec une inductance, donc R et L. Évidemment, ces deux choses-là peuvent se remplacer par une composante unique qui possède une certaine impédance Z, qui viendrait remplacer un peu comme un circuit équivalent. Et on peut calculer une valeur de Z qui remplace ces deux choses-là. Au niveau d'illustration des courbes que cela donne, on va essayer de mettre le plus possible à l'écran. Et comme mentionné tout à l'heure, j'utilise le courant comme élément de référence. Donc, j'ai tracé la courbe du courant qui va être fourni par la force électromotrice et je l'ai fait partir à 0, ce courant-là. Évidemment, le courant, on peut le calculer encore une fois avec delta V est égal à RI. On n'utilise pas RI, on utilise le Z équivalent, l'impédance. Donc, delta V est égal à Z fois I si on veut. Et le Z, on avait une formule pour le calculer. La formule, dans les faits, c'est R carré plus parenthèse XL moins XC au carré, toute cette parenthèse-là mis au carré, mais il n'y a pas de C, donc tout ce qui va me rester, c'est XL. On peut regarder dans le résumé la formule, mais si on enlève le XC, il me reste ça à l'intérieur, et notre façon de calculer le XL. Dans un premier temps, j'illustre la composante R, donc le delta VR, tel qu'on l'a vu, qui est synchronisé avec le Imax, mais là, c'est comme si je regarderais juste le delta VR. Maintenant, j'ai à l'écran la composante L, donc le courant qui est en retard, le voltage qui est en avance. J'ai mis une amplitude quelconque différente, là, parce que évidemment, ces amplitudes-là vont dépendre des calculs qu'on ferait en bas, là, ici. Excusez. Mais dans les faits, je ne peux pas regarder ces deux composantes-là séparées. Ces deux composantes-là existent en même temps, puis le courant circule dans les deux. Donc, le vrai schéma que je devrais représenter, je devrais monter mes deux composantes. Et là, on voit qu'au niveau des sinus, ça devient complexe à illustrer, à faire des calculs avec, parce que si je veux calculer, faire des mailles, ben, je vais avoir le voltage ici, plus le voltage là, est égal au voltage de l'autre côté. Et si j'ai des courbes qui ne sont pas au maximum, s'ils seraient tous au maximum en haut, ça deviendrait simple, là, mais j'ai des courbes qui sont déphasées. Donc, c'est pas évident, exemple, d'additionner la bleue plus la rouge. D'additionner la courbe rouge ici, puis la courbe bleue, ça devient extrêmement complexe d'essayer de processer en faisant des additions ici pour calculer qu'est-ce que ça vaut à un moment donné. Du côté de Fresnel, ben ça demande juste de dessiner mes deux vecteurs en même temps. Donc, VR est toujours en même place que le I, puis le VL est toujours en avance par rapport au I. Et ils ont chacun leurs amplitudes là, qui dépendent des calculs qu'on pourrait faire. Et ces vecteurs-là tourneraient tous ensemble. Donc, quand le temps s'écoule, ben, ces choses-là tournent ensemble comme je viens de le faire. Bon, si on s'intéresse, si on nous demande des calculs, dire quelle est une inconnue parmi ces voltages maximum-là, incluant qu'on pourrait nous demander de calculer le E maximum pour obtenir ces courbes-là, ça devient complexe de le faire comme ça, tandis qu'ici, je vais faire des additions vectorielles tout simplement. Donc, j'oublie tout travail avec les fonctions sinusoïdales. Et mon voltage, ici, on a dit qu'il était à la somme des deux autres voltages. Mais c'est des vecteurs de ce côté-là. Il faut que je me rappelle que je fais de l'algèbre vectorielle. Et je fais une somme vectorielle. Le E max va être la somme du vecteur bleu plus du vecteur rouge. Il va être dans le coin là. Puis j'ai des chiffres. Là, je le fais graphiquement. Mais si j'ai des chiffres, je peux calculer n'importe quel de ces trois inconnus-là si on veut. Typiquement, ce qui va arriver, c'est qu'on connaît les valeurs de R et L, donc on peut calculer le Z. Calculant le Z, on peut calculer quelque chose ici, puis après ça, ça déboule tranquillement de cette façon-là. Et un coup qu'on a calculé le E max, ben, j'ai pas besoin de savoir qu'est-ce qu'avaient l'air les sinus bleus puis rouges. Si je m'intéresse juste au sinus de la source, le sinus du E max, ben, c'est de l'algèbre vectorielle tout simplement. Là, ça, c'est comme la somme de deux vecteurs perpendiculaires. C'est comme la somme des modules. Là. Un module composante Y au carré, c'est la bleue qui est en Y. Donc, composante Y au carré plus composant X au carré va me donner mon module de E max. Donc, je sais à quelle hauteur tracer mon sinus maximum. Et le déphasage, je vais se le calculer un peu comme un vecteur, là, tangente de composante Y sur tangente de X. Donc, ça va me donner le déphasage qui existe entre la direction donnée par le I, donc ma référence, et le voltage, qui est le déphasage qu'il y a entre les deux. Donc, c'est beaucoup moins compliqué qu'essayer de faire des additions du côté des sinus. Prochaine page, on fait la même chose, mais pour un circuit RC en série. Donc, ce circuit-ci, là aussi, on pourrait trouver une impédance équivalente à ce circuit-là, dire ces deux composantes-là différentes, je pourrais les voir comme une composante combinée qui aurait telle impédance. Au niveau des signaux, encore une fois,
mettre le plus possible tout à l'écran. Je perds le petit I en haut. On comprend bien qu'il y a un courant I qui circule. Donc le premier dessin, c'est juste pour montrer justement ce courant I-là qui va me servir de référence pour faire tout le reste. Il faut que je réalise que je vais avoir la composante R, donc un voltage selon R qui va être synchrone avec le courant. En même temps, je vais avoir la composante C qui va exister. Là, je les montre séparés, mais la composante C va exister. Un condensateur, on avait dit que le courant était en avance sur le voltage, donc le vecteur vert correspondant au voltage du condensateur est dessiné vers le bas. Je vous rappelle, je ne me rappelle pas, je me rappelle au moins qu'une bobine s'oppose au courant. Donc, une bobine, le courant est en retard. Puis le condensateur, c'est l'inverse, donc le courant est en avance. Évidemment, la façon de calculer l'impédance est légèrement différente. C'est le XL qui disparaît, puis la façon de calculer la réactance qui est dans l'impédance est aussi différente. Là, ça devient 1 sur oméga C au lieu d'être oméga L. Mais dans les faits, ces deux choses-là existent en même temps, ce qui nous complique extrêmement la vie du côté des fonctions de type sinus, mais du côté des vecteurs de Fresnel, c'est-à-dire qu'il existe le vecteur vert puis le vecteur rouge en même temps, et que mon voltage de ce côté-là est égal au voltage des deux autres, puis c'est une addition vectorielle. Donc, je ne peux pas prendre le Vmax ici, puis le Vmax ici, puis dire que ça va être la somme des deux Vmax va donner le E. Ça n'arrive pas à cause du déphasage qu'on observe. Donc, il faut le faire sous forme vectorielle. Évidemment, ce qui est écrit dans l'écran ici, puis je ne l'avais pas montré dans l'autre, c'est qu'à tout instant, si je veux connaître E, je peux prendre le delta VR plus le delta VC. Mais on voit que les maximums ne sont pas au même moment. C'est pour ça que je disais qu'on ne peut pas prendre les valeurs maximum et les additionner. Ça donne une fonction sinusoïdale différente de celle-ci. Et pour déterminer cette fonction sinusoïdale-là, on fait une addition vectorielle entre mon vecteur rouge représentant delta VR plus delta VC va donner le voltage de la source de la force électromotrice. Évidemment, bien souvent, on connaît le noir, puis on connaît soit le vert, soit le rouge, puis on travaille ça autrement. C'est pas... Mais la logique peut être inversée de toute façon. Okay. Un coup que tu as déterminé soit le noir ou soit un autre, tu peux toujours remonter son sinus. Ce qui est montré ici pour le noir, fait qu'à l'aide du rouge puis du vert, j'ai déterminé l'amplitude, le rayon, si on veut, de mon grand cercle ici, et c'est lui qui vient définir mon sinus de l'autre côté. L'amplitude se calcule comme une amplitude vectorielle, le rouge étant sur l'axe des X, puis le vert sur l'axe des Y. Le déphasage, tu vas prendre le vert sur l'axe des Y, c'est ça, le vert divisé par le rouge. Ça va te donner le déphasage, puis quand on fait tout ça, on s'aperçoit, on obtient justement un déphasage là, qui donne que la courbe noire est en retard, si on veut, sur la courbe rouge. Et finalement, à la prochaine page de mes notes de cours, on fait un circuit RLC complet. Donc ça, c'est un modèle typique parce qu'à peu près toutes les composantes électroniques, on peut les modéliser en disant qu'il y a une composante passive de type R, une composante de nature inductive et une composante de nature capacitive. Donc c'est un modèle général. Évidemment, ces trois composantes-là peuvent être justement modélisées par une impédance particulière. Donc, si on fait ce dessin, pas ce dessin, mais le même traitement pour ces trois composantes-là, je ne pourrais pas les garder toutes les trois à l'écran, mais on comprend très bien le circuit qu'on avait. Ça, c'est mon courant de base. Évidemment, ce courant de base-là, il faut que je réalise qu'il y a une partie, une composante R qui va exister, vue tout seul ici, mais elle va exister en même temps que la composante L, qui est un courant en retard par rapport au voltage approprié. Et ça va exister en même temps que la composante C, qui elle est un courant en avance sur le voltage approprié. J'ai toujours les mêmes formules qui reviennent partout. Et finalement, il faut comprendre que dans un circuit comme ça, les trois vont même exister en même temps. Voilà, j'avais oublié de décacher la troisième. Puis là, j'ai caché le courant. Donc, j'ai mis les trois vecteurs bleu, vert et rouge, mais le vecteur rouge-vin, je l'ai caché parce que ça commence à en faire plusieurs, mais on voit que, un peu comme dans le circuit on le voyait dans le circuit en haut, le voltage ici va être égal au voltage là, plus là, la loi des mailles. Donc, il faudrait que j'additionne ces trois courbes-là pour connaître le voltage à la source. Évidemment, habituellement, on connaît la source, puis c'est plutôt un de ces trois-là qui est inconnu. Là, mais de toute façon, c'est irrésolvable comme ça. Donc, il faudrait additionner des choses qui ne sont pas synchronisées.
Sous forme vectorielle, ben, j'ai mon courant de base. Lui, je peux le mettre, c'est moins lourd un petit peu. Le delta VR est toujours synchronisé avec le I, le delta VL en avance, le delta VC en retard. Évidemment, la longueur de ces vecteurs-là dépend des calculs que je pourrais faire associés au R, L et C. Et il faut mettre une longueur qui est à l'échelle, l'un versus l'autre, tout ça, il faut que ça soit à l'échelle, sinon je ne peux pas faire ma somme graphique si on veut ou ma somme vectorielle. Donc je n'essaierai pas du tout de traiter ça avec les sinus, mais je vais plutôt aller traiter ça avec une addition vectorielle. Bon, là ça peut paraître bizarre, donc c'est la somme de 3 vecteurs, alors que je semble avoir fait mon parallélogramme sur 2 vecteurs, mais sur aucun, je n'ai même pas fait au bout du vert, puis au bout du bleu. C'est parce qu'on additionne toujours le vert et le bleu si on veut, puis ça c'est une addition vectorielle, mais étant donné qu'ils sont toutes les deux sur l'axe des Y, le vert gagne, mais il perd la moitié du bleu, donc c'est pour ça que dans cette situation-là, évidemment chaque situation est propre, mais ça veut dire, c'est pour ça qu'ici j'ai mis comme si que je remplaçais le vecteur bleu plus le vecteur vert par un petit vecteur qui vient jusqu'ici, puis là, lui, le résultat de cette première somme-là, je l'additionne au vecteur rouge. Donc ça se fait souvent en 2 temps, cette chose-là. Évidemment, si c'est le bleu qui aurait été plus long de l'autre côté, ben, j'aurais gagné, puis le vecteur noir aurait été de l'autre côté, parce que ma somme vectorielle m'aurait amené à aller de l'autre côté, justement. Un coup que j'ai trouvé si c'est ce que je cherchais, le vecteur noir, ben, je peux tracer mon sinus correspondant au vecteur noir. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il vient chercher l'amplitude du vecteur comme tel. Son amplitude, là, quelqu'un pourrait me dire, ça ne ressemble pas à composante x au carré plus composante y au carré. Oui, le rouge était tout seul, le rouge était la composante x. Puis la composante y, ben, c'était la somme de ces, pas la somme, mais c'était le vert moins le bleu dans ce cas-ci. Quelqu'un pourrait dire, si je fais le bleu moins le vert, ça va-tu arriver? Oui, parce que de toute façon, on met ça au carré. Fait que c'est la différence entre ces deux-là qui me donne la composante selon y. Donc c'est composante x, puis ici c'est ma composante y. Et je pourrais calculer l'angle en faisant la composante y, qui est liée à ces deux-là, divisé par la composante x, qui est liée au rouge, puis je vais trouver mon déphasage. Donc c'est un peu toujours la même méthode, puis ça revient toujours à faire simplement de l'algèbre vectorielle. Évidemment, il faut bien positionner, bien comprendre là, cet outil-là qui permet de faire la correspondance entre des sinus et des vecteurs. Bon, je vous avais averti que c'était quand même une explication pas si compliquée que ça, mais quand même assez longue pour tout montrer, mais qui nous amène après ça à avoir un outil simple à utiliser. Les problèmes ne sont pas complexes et ne sont pas compliqués à faire. L'exemple de ça, ben, on va aller lire justement à la page 192, là, la question instantanée 1. Donc, après une première lecture, on va résoudre le problème. Je pense que pour vous, il est déjà tout résolu, quoique je l'ai changé depuis le temps que je l'ai imprimé. Là, j'ai tout revisé ma partie Fresnel de mon cours, donc ça va être légèrement différent, mais j'ai de la place en masse pour faire les ajustements. Il est beaucoup plus simple à l'écran que ce que vous avez dans votre document comme tel. Donc, on nous donnait un circuit RC où ce qu'on voulait calculer le voltage maximum qu'on va observer aux bornes du condensateur. Donc ça, c'était mon inconnu. Sachant que j'ai mesuré 40 millivolts aux bornes maximum aux bornes de la résistance et que ma force électromotrice me fournissait 50 millivolts d'amplitude maximum. J'ai évidemment dessiné mon circuit RC ici, fait que j'ai une composante R, une composante C. J'ai mis mon courant, j'ai mis ma force électromotrice, fait que j'ai déjà tout ce qu'il faut typiquement pour résoudre ce genre de problème-là. Remarque, le E max correspond à la somme des deux voltages qu'on a ici. Au niveau, il nous demandait d'utiliser Fresnel pour répondre à cette question-là. Au niveau Fresnel, je l'ai mis en arrière ici. Attention, je l'ai viré depuis l'impression pour mettre mon I toujours sur l'axe des X. Donc c'est le même dessin que vous avez pratiquement, mais je l'ai tourné de 90 degrés, toujours pour mettre le I sur l'axe des X, puis évidemment ça met toujours le delta VR sur l'axe des X. Donc j'ai fait un vecteur de 40 de long, donc de 4 carreaux. J'ai dit qu'il fallait être à l'échelle, donc je l'ai mis 4 carreaux de long sur l'axe des X. Je connaissais aussi le E max. Déjà, ça nous complique la vie. Habituellement, on nous aurait donné la valeur de VC, mais la valeur de VC, je sais qu'elle va être dessinée en bas ici, parce que le VC est toujours en retard par rapport au courant. Mais c'est mon inconnu, je ne sais pas de quelle longueur le dessiner. Mais je connais E, qui lui est 50 de long. Donc, ils ont utilisé le rapport 3, 4, 5.
mais je dessinerais un vecteur ici là, de 50, de 5 de long. Évidemment, je ne peux pas finaliser mon dessin à l'échelle tant que je n'ai pas calculé correctement là, quelle était ma valeur du condensateur ici. Première remarque, c'est de l'algèbre vectorielle que je vais faire. Donc, le Emax va être égal à les trois composantes RLC, quoiqu'il n'y a pas de L dans ce problème-là. Donc, j'ai juste deux vecteurs à additionner, les deux vecteurs qui sont en partie illustrés là-dessus. La formule que je vais prendre, malgré toutes les explications que j'ai faites, c'est une application simple de la formule qui est ici, que le Emax, puis on l'avait tantôt sur une des feuilles, un des écrans que j'ai montré, mais la valeur de Emax, c'est delta VR max au carré plus les deux autres voltages au carré. Vous pouvez ajouter, pour être sûr de ne jamais oublier des vecteurs de Fresnel, lequel est en avance sur lequel, etc. Vous avez le droit de vous dessiner, d'arrêter la vidéo et de vous dessiner la petite référence qui est ici. Donc, je mets toujours le I sur l'axe des X, delta VR par défaut tombe sur l'axe des X, le VL est en avance de 90 degrés, le VC est en retard de 90 degrés, il faut les faire à l'échelle, puis après ça, on fait de l'algèbre vectorielle avec ça. Donc, je disais que le problème se résolvait carrément juste avec cette équation-là. Le Emax est connu, 50. Le delta VR est connu, 40. Je n'ai même pas fait des changements pour les volts, étant donné que c'est des volts partout. Là, il y a une cohérence d'unité. Le delta VL, il n'y en avait pas, c'est 0. Puis le moins delta VC, donc c'est une équation, une inconnue, problème fini. Donc, si je le rentre dans une calculatrice, j'obtiens ma réponse. Connaissant ma réponse, je sais qu'il faut que je dessine ce vecteur-là 3 de long. Et ça devient cohérent, ça fait le triangle 3, 4, 5. Donc 3, 4 et 5. Évidemment, j'aurais pu le solutionner au complet mathématiquement, isoler ma variable. Donc, il est quand même assez différent de ce que vous avez sur votre feuille de papier, là, mais c'est les mêmes concepts que j'avais utilisés, c'est que je n'étais pas présenté pareil. Mais on voit que l'outil était long à présenter, non, mais c'était une application directe d'une formule simple. Il faut comprendre l'algèbre vectorielle, cependant.